Bonjour tout le monde. Alors, je commence directement ce live aujourd'hui parce que c'est quand même un live qui a beaucoup de contenu. Alors aujourd'hui, je vais répondre aux questions des membres de mon groupe Facebook. Et il y a quand même beaucoup de questions qui se sont accumulées depuis un petit bout. Il faut savoir que le groupe Facebook, les parents éducateurs de la francophonie mondiale, est quand même nouveau parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'il est parti. Et à la base, je l'avais créé vraiment pour les parents qui faisaient l'école à la maison ou qui voulaient faire l'école à la maison, mais j'ai de plus en plus de parents qui veulent de conseils aussi pour mieux accompagner leur enfant au niveau des leçons, des devoirs et bref, je dirais dans leur scolarité en général. Alors, c'est sûr que aujourd'hui, les questions vont concerner un peu plus l'école à la maison, mais si jamais tu veux te joindre au groupe parce que tu vas avoir des outils pour accompagner ton enfant au niveau de sa scolarité, ben, tu es le bienvenu. La seule chose, il y a 3 questions d'adhésion et c'est bien important de répondre à ces 3 questions-là pour que tu puisses être accepté. Récemment, j'en ai accepté quelques personnes puisque c'était des gens que je connaissais ou qui étaient membres de ma formation, ma maison, mon école, ma liberté. Mais c'est certain que, idéalement, il faut répondre aux 3 questions parce que j'en refuse encore actuellement et depuis le début du groupe, environ une dizaine de demandes par semaine du fait que les personnes ne répondent pas aux questions d'adhésion. Alors, une des questions que je mentionne, qui est la dernière, c'est si tu pouvais avoir une conversation avec moi et que tu pouvais me poser une question, quelle serait ta question? Et bien sûr, je trouve que c'est une belle occasion pour plusieurs personnes qui peut-être n'ont pas accès à un professionnel de l'éducation, de là avoir l'occasion de poser sa question sans nécessairement payer une consultation pédagogique et que je puisse y répondre. Alors, ceux qui veulent y adhérer, profitez de cette question-là parce que oui, je fais le live aujourd'hui pour répondre aux questions que j'ai depuis le début de la formation de ce groupe-là, donc depuis environ le mois de juin. Mais je vais continuer d'en refaire des lives après les fêtes aussi par rapport aux questions d'adhésion qui vont se joindre et même pour les gens dans le groupe, il va y avoir des lives aussi après les fêtes pour certaines questions. Donc, c'est pas tous les mois, mais il va en avoir aussi par rapport à ça. Donc, juste un continu pour mieux répondre aux gens, aux personnes qui ont des questions au niveau de la scolarité de leur enfant. Alors, j'ai divisé les questions en plusieurs catégories pour avoir une structure pédagogique, c'est sûr. Et ça a été le choix, dans le fond, de mes catégories. C'est les mêmes choix que je fais la formation Ma maison, mon école, ma liberté. Alors, j'avais commencé avec les questions à propos des lois. Alors, une des questions assez simples, par où commencer? Par où commencer? Moi, je dis de télécharger le guide de la francophonie mondiale parce que là, à ce moment-là, la personne m'écrit ça, mais moi, quand on ne m'écrit pas de contexte, c'est dur à mentionner, savoir où est-ce que la personne demeure. Donc, j'ai présumé pour cette personne-là que c'était le Québec. Dans la fiche, à un moment donné, il y a les étapes pour le Québec. Là, on ne voit pas très bien. Et il y a les 4 étapes qui sont mentionnées. Et si tu demeures au Québec, tu peux aussi regarder le site de la DEM, la Direction de l'enseignement à la maison, ou de l'AQEC, l'Association québécoise de l'éducation à domicile. Et là aussi, il y a toutes les étapes qui sont mentionnées. La première étape, par où commencer, c'est de se déclarer. Ça, c'est certain qu'il faut qu'on se déclare. Et ensuite, c'est de construire un projet d'apprentissage. Alors, c'est sûr que, comme j'ai mentionné, en téléchargeant mon guide, comme ça, tu t'assures que tu as les informations pour le Québec ou à un autre endroit si tu vis à un autre endroit ou même si tu aurais à déménager. On ne sait jamais. Une autre question, toujours dans la catégorie des lois. Ma fille qui aura 16 ans le 2 janvier ne peut pas continuer l'école à la maison parce que le service n'y est plus. J'ai demandé si je pouvais faire l'école en privé et l'école m'a répondu non. Et là, il n'y avait pas, en fait, ça arrêtait là, il n'y avait pas vraiment de question, c'était comme un commentaire, mais j'imagine que la question voulait dire est-ce qu'il y a des solutions? Là, il faut comprendre ici une chose bien importante au niveau de la loi. Les lois, j'avoue que c'est quand même complexe et on pourra en parler vraiment longtemps. Je pourrais faire un live, je pense, juste sur les lois. Mais au Québec, il y a la loi sur l'instruction publique, bon, qu'on entend souvent parler parce que c'est elle qui nous permet aussi de faire l'école à la maison, mais il y a la loi de l'obligation scolaire. Et il y a une différence entre ces deux lois-là. Pour la loi sur l'obligation scolaire, ça mentionne que tout enfant qui réside au Québec doit fréquenter une école à compter du premier jour du calendrier de l'année scolaire suivant celle où il atteint l'âge de 16 ans
et jusqu'au dernier jour du calendrier scolaire de l'année scolaire au cours de laquelle il atteint l'âge de 16 ans. En gros, ce que ça veut dire, c'est que l'obligation pour fréquenter un établissement scolaire va commencer, je dirais, quand que l'enfant a 6 ans avant le 1er juillet. C'est là que ça va commencer et va se terminer à l'année, donc à la fin de l'année scolaire, le 30 juin de l'année durant laquelle l'enfant a 16 ans. Ça veut dire que si ton enfant a 16 ans le 2 janvier, il n'y a pas de... L'école n'arrête pas là, là. Le 3 janvier, ça n'arrête pas du tout là. Ça continue jusqu'au 30 juin 2022. C'est ce que ça dit pour, bon, la loi au niveau de l'obligation scolaire. Et c'est sûr que si tu as fait appel à des écoles privées ou à d'autres écoles, et là, ils vont dire, ben non, c'est pas possible de continuer de faire de l'école, ça se peut. Par contre, la loi sur l'instruction publique mentionne que la première responsabilité des centres de services scolaires et des commissions scolaires découle de la loi de l'instruction publique qui va préciser que toute personne a droit au service pour l'éducation préscolaire et aux services d'enseignement primaire et secondaire prévus par la loi et les régimes pédagogiques. Et là, l'âge est un peu différent. Donc, c'est jusqu'à temps qu'à compter du premier jour du calendrier de l'année scolaire où l'enfant atteint l'âge de 5 ans avant le 1er octobre et jusqu'au dernier jour de l'année scolaire où l'enfant atteint l'âge de 18 ans. Ou, bon, si ton enfant est handicapé, c'est jusqu'à 21 ans. Ça veut dire que la loi précise que toute personne qui n'est plus assujettie à l'obligation scolaire a droit quand même aux services éducatifs prévus dans le régime pédagogique applicable aux adultes ou dans le régime pédagogique applicable à la formation professionnelle. Alors, c'est sûr que ton enfant, comme j'ai mentionné, au niveau de l'école, au niveau de l'école à la maison, ça n'arrête pas le 2 janvier, ça va se poursuivre jusqu'au 30 juin 2022. Mais après ça, si la scolarité de ton enfant n'est pas complétée, c'est possible quand même d'aller chercher un diplôme secondaire avec les commissions scolaires. Donc, il faudrait appeler les commissions scolaires, voir au niveau de la sanction des études, voir qu'est-ce qui est possible, voir si c'est possible d'avoir un diplôme au niveau de la formation des adultes ou formation professionnelle et demander qu'ils vous expliquent très bien c'est quoi aussi les différents chemins pédagogiques. Parce que des fois, on va entendre que l'équivalent du secondaire 5, c'est correct et ça fait pareil comme un diplôme de secondaire 5, mais c'est pas tout à fait vrai. Alors, c'est sûr que là-dessus, j'avais quand même un peu plus loin dans ma formation. J'en parle, je montre tous les chemins pédagogiques, tous les différents diplômes, parce qu'au Québec, il y a quand même différents diplômes qu'on peut avoir, qu'on peut aller chercher. Et certains, je dirais, il y a une croyance qui dit qu'il y en a qui bloquent les portes, qui ferment des portes. Ça dépend toujours lesquelles, mais il faut faire attention avec l'équivalence de secondaire 5 qui va ouvrir parfois toutes les portes pour les DEP, mais qui peut bloquer pour le cégep qu'on a ici au Québec. Alors, il faut bien prendre ces informations. La commission scolaire, comme j'ai mentionné, doit donner des services jusqu'à l'âge de 18 ans. Alors, c'est certain que si tu communiques avec la commission scolaire, il y a moyen de trouver des services pour que ton enfant puisse obtenir son diplôme. Si jamais aussi il y en a qui ont des questions, seulement les écrire aussi en dessous et je vais pouvoir y répondre, même si tu écoutes le live en replay, je vais pouvoir aussi y répondre. Ensuite, il y avait aussi d'autres questions par rapport aux lois, mais surtout les lois en voyage. Alors ça, c'est quelque chose qui revient souvent, tellement souvent que finalement, dans ma formation, j'en ai parlé au module 1. Je parle un peu en général de c'est quoi les lois quand on voyage, mais j'ai décidé de faire un bonus. Donc, à la fin de la formation, dans la catégorie des bonus, j'ai fait une vidéo uniquement sur voyager et éduquer avec un document d'une 15aine de pages pour t'aider, bien sûr, à mieux planifier tes voyages lorsque tu veux faire aussi l'école à la maison en voyageant. Alors ici, une des questions serait, je te demanderais si tu as des infos sur le Belize et l'IEF là-bas. Mais là, moi, je n'ai pas d'infos sur le contexte du voyage, la durée du voyage. Alors encore là, je dirais que la meilleure chose que je peux conseiller quand tu as téléchargé le guide de la francophonie mondiale, c'est d'aller à la dernière page. Alors, si tu vas à la dernière page, il y a un lien qui est cliquable et sur ce lien-là, ça va t'amener dans un site qui va te mentionner toutes les règles par rapport aux lois et je dirais au statut de l'IEF de chacun des pays dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est bien important que si tu voyages plus de 3 mois et 1 jour,
tu vas tomber sous, les lois de l'instruction publique de l'autre pays que tu voyages. Alors c'est bien important de s'informer et l'IEF n'est pas légal partout dans le monde. Alors même si tu voyages parfois juste temporairement pour tes enfants, ou si tu voyages surtout plus de 3 mois dans un pays où est-ce que c'est illégal, oui, tu peux devenir illégal et tu peux avoir des amendes et être sous peine, d'être rapatrié dans ton pays à ce moment-là. Alors, c'est juste important de bien prendre ces informations. Pour le Belize, le statut de l'IF n'est pas défini, donc c'est pas illégal. Alors, c'est pas, tant que c'est pas illégal, je dirais déjà c'est bien parti. La seule chose qui va être à vérifier, la personne ne m'a pas mentionné, mais je crois qu'elle vivait en France. Alors, si tu vis en France et cette année, ton enfant est déclaré en IEF, c'est correct pour les 2 autres prochaines années parce que tu es encore sous le régime déclaratif, donc tu peux déclarer que tu es en voyage. Mais si ton enfant n'est pas déclaré cette année en IEF, l'année prochaine, pour la rentrée 2022, ça veut dire que tu dois demander une autorisation pour aller en voyage avec ton enfant et faire l'IEF. Et à ce moment-là, ben, ça veut dire que tu es sous le régime d'autorisation et de ce que j'ai entendu dire, de ce que j'ai vu, l'autorisation serait valide simplement pour une année. Là, ça, c'est à vérifier. Mais là, je n'ai pas de données sur combien de temps que la personne voulait partir. Et pour tout ce qui a rapport au niveau de la France, les décrets d'application de la loi n'ont pas été encore publiés dans le journal officiel. Alors, c'est assez dur de s'avancer pour ceux qui voudraient voyager, je dirais, plus d'un an. On n'a pas encore d'informations à ce sujet-là. Une autre information pour les voyages, que faire avec la DEM si je quitte pour la République pour un certain temps avec mon fils? Là aussi, je n'ai pas de contexte, je n'ai pas de durée, c'est dur à dire. Alors, ça dépend tout le temps. Si on quitte pour 2 semaines, ça ne change pas grand-chose. On peut avertir la DM par courtoisie qu'on ne sera pas là si jamais on doit les rencontrer. Mais si on part pour plus de 3 mois, donc 3 mois et 1 jour, c'est certain qu'on doit avertir la DM et ils vont simplement fermer le dossier. Il n'y a plus de compte à rendre au niveau du Québec lorsqu'on voyage plus de 3 mois. À ce moment-là, il faut vérifier. Est-ce que tu t'en vas pour la République? J'imagine que c'est la République française, ça n'a pas été mentionné, mais si tu t'en vas en France pour 6 mois, il faut savoir que là, tu vas tomber sous le régime d'autorisation en France. Alors, c'est sûr qu'il faut bien prendre ces informations autant du pays qu'on veut aller visiter que du pays de départ par rapport à l'école à la maison. Une autre chose aussi, ça c'est une question, là j'en ai juste eu une par rapport à la relation avec son enfant, mais c'est un sujet qui revient fréquemment. Est-ce que c'est difficile d'enseigner à son enfant? Ça, c'est une question que beaucoup de parents se demandent avant de faire le choix de faire l'école à la maison et souvent un coup c'est fait, comme quand on dit qu'on fait le grand saut. Je ne sais pas pourquoi il y a plusieurs parents qui font: «Ah mais c'est pas si pire que ça». Mais je dirais que ça dépend tout le temps. Ça dépend dans quel esprit que tu veux faire l'école à la maison, dans quel mindset que tu te mets. Donc, c'est sûr, si tu choisis de faire l'école à la maison en disant que tu veux reproduire le modèle exact de l'école, que tu réveilles ton enfant à 6h30 le matin, qu'à 8h, ça doit commencer, et et ça, c'est pas des blagues, là, j'en ai vu passer cette année sur les réseaux sociaux avec un horaire bien défini de, bon, 7h le matin, 7h30 déjeuner, 7h30, 7h45, on s'habille, on se brosse les dents, 8h, il faut être prêt à commencer. Et c'est même marqué quand il y a des périodes de temps libre, lecture. Donc, c'est écrit qu'est-ce que l'enfant doit faire, alors le temps libre, il n'est pas vraiment libre. Alors, c'est sûr que ça se peut que ça nuise à long terme à la relation avec ton enfant. Et même toi, ça se peut que tu trouves ça énergivore de toujours gérer un horaire aussi strict que ça. Et il y a des horaires qui vont jusqu'à récompense et punition si l'horaire est respecté ou non. À ce moment-là, c'est sûr que je mets une mise en garde pour un horaire comme ça, parce que oui, ça peut nuire à la relation avec ton enfant. Parce que le but, surtout quand on fait l'école à la maison, c'est aussi de bâtir une belle relation avec son enfant. Et c'est pourquoi que je dis qu'il faut vraiment placer la relation avec son enfant au cœur de l'éducation. Et plus on va faire ça, plus on va prioriser la relation avec notre enfant, plus ça va être facile, c'est sûr, de lui enseigner. Alors, plus on va respecter ses besoins, plus on va être à l'écoute aussi de nos paroles, de nos gestes et qu'on va être bienveillant, qu'on va être dans un esprit de développement aussi. Donc, on va accepter que notre enfant ne sait pas tout, qu'il chemine, que l'apprentissage peut se faire, oui, lentement,
je veux dire, pas comme dans le rythme de l'école où est-ce que, bon, chaque semaine, on voit telle notion et ça va comme ça et ça va vite, le rythme de l'école. Peut-être que là, ça se peut que ce soit un peu plus long pour certaines notions et c'est correct aussi. Alors ça, c'est sûr que si on est dans cette optique-là, je dirais qu'à ce moment-là, c'est pas si difficile que ça d'enseigner à notre enfant et c'est sûr qu'il faut faire attention, si à chaque fois on fait une dictée et on se met à crier après notre enfant, oui, c'est certain qu'à un moment donné, nous, on n'aimera pas ça, enseigner à notre enfant et notre enfant non plus n'aimera pas ça. Alors la relation aussi, c'est réciproque. Il faut aussi se demander, est-ce que c'est difficile pour un enfant de se faire enseigner par son parent? La question se pose dans les 2 sens à ce moment-là. Alors, c'est pourquoi ceux qui ont acheté la formation et qui ont commencé à la visionner, au module 1, je le mentionne, c'est quoi le développement naturel d'un enfant? J'en parle des besoins. Et au module 2, tout est basé là-dessus sur la relation avec son enfant parce que plus on va accorder du temps à ça, plus qu'on va être attentif à nos gestes, à nos paroles et qu'on va faire attention aussi à respecter les besoins de notre enfant, plus on va se construire une relation qui va être basée sur la compréhension de l'autre et bien sûr qui va, je dirais, être favorable aussi à long terme. Parce qu'à court terme, c'est sûr qu'un horaire d'école peut se faire, peut se vivre, mais non, moi, j'y crois pas du tout pour la relation à long terme. Alors, c'est sûr, ça dépend si on fait l'école à la maison de façon temporaire pour quelques mois ou à long terme. Alors, si jamais tu as des questions aussi, tu peux, comme j'ai dit, les écrire sous la vidéo pendant le live ou après le live et je vais y répondre aussi. Des questions sur l'organisation familiale, ça, c'est le top qui gagne tout le temps parce que c'est un gros stress comment s'organiser, surtout si on a plusieurs enfants. Et j'en ai eu plusieurs questions. Là, je les ai regroupées parce que sinon, c'est sûr, comme je disais, ça ferait vraiment lourd. On a quand même 60 membres, alors ça pourrait faire 60 questions, mais je les ai réduites. Alors, j'en ai 3 ici que j'ai pris comme exemple. Comment trouver et organiser les programmes le plus simplement possible avec du temps que j'accorderai à chacun? Ça, j'avoue que c'est tout le temps un stress quand on a plusieurs enfants d'essayer d'accorder du temps de qualité à chacun. Une autre question, comment bien m'organiser entre faire l'école à mes 3 et m'occuper de mes 4 autres enfants en plus de la maisonnée? Chapeau à la personne qui a 7 enfants, je dois avouer que c'est un très bon défi déjà. Euh, Vous avez toute mon admiration. Est-ce possible de pouvoir éduquer 4 enfants de niveaux différents pour quelqu'un comme moi qui n'a aucune formation? Attention les parents, ne vous dévalorisez pas. Hem, L'école à la maison, il y a une grande partie, c'est l'éducation qu'on fait déjà en tant que parents. Et quelle serait la meilleure façon? Ça aussi, il n'y a pas de meilleure façon. J'arriverai jamais, moi, en disant: «Écoute, voici la recette, c'est ça l'école à la maison, ça se fait comme ça, tu dois suivre ça». C'est impossible parce qu'il existe autant de façons de faire qu'il existe de familles qui le font. Alors, on va commencer avec, je dirais les trucs qu'on s'organise que les gens se demandent souvent, alors quand je dois enseigner à plusieurs enfants de niveaux différents. Si tu es abonné à ma liste de courriels, alors pour être abonné à ma liste de courriels, il faut avoir téléchargé le PDF sur, mon site internet, tu peux aller télécharger mon PDF. Alors si tu es abonné à ma liste de courriels, j'ai envoyé dans le mois d'août des trucs pour s'organiser. Comment on enseigne à plusieurs enfants de niveaux différents? Idéalement, on commence avec l'enfant qui est, le plus vieux parce que cet enfant-là, normalement, est rendu plus autonome, est capable de lire, écrire et est capable, de réaliser des travaux, je dirais, un peu plus longs. Parce que là, c'est sûr, ça dépend tout le temps du niveau d'âge des enfants, mais les enfants plus vieux ont des travaux plus longs à faire. Alors, c'est sûr qu'idéalement, on commence avec l'enfant qui est plus vieux. Alors, on peut regarder avec lui ou avec elle, c'est quoi la notion à voir, est-ce qu'il comprend bien? Et ensuite, on coup qu'on voit que cet enfant-là comprend bien qu'est-ce qu'il y a à faire, on peut dire, OK, c'est beau, je te laisse travailler. Et là, on s'en va après avec l'autre enfant qui est un peu moins vieux. On descend comme ça à chaque fois pour terminer avec l'enfant qui est le plus jeune. Et vous allez voir, ça peut être surprenant parce qu'on finit souvent, je dirais, mettons une période, mettons on fait une période de français de 30 minutes et elle peut se finir tout le monde en même temps quand on a commencé avec le plus vieux, le milieu et le dernier. Parce que souvent, les enfants qui sont plus jeunes, c'est des petites activités qui sont courtes à faire, là. Alors, c'est sûr, si tu as un enfant qui est en 6e année, 4e année et maternelle, cela en maternelle, c'est pas tellement long, des activités de jeu, de manipulation, des petites activités parfois tracées.
Alors, c'est sûr que cet enfant-là, c'est pas tellement long comparé à l'autre qui est en sixième année, qui a des textes beaucoup plus longs à lire, par exemple. Alors, c'est pour ça qu'on commence avec le plus vieux et qu'on descend. Et si tu veux aller plus loin là-dedans, dans ces exemples-là, j'ai dans la formation une section de bonus et j'ai rencontré la spécialiste au Québec. C'est une enseignante que ça fait 20 ans qu'elle enseigne à des niveaux multiples. Et c'est pas juste des niveaux multiples de 2 niveaux scolaires. Elle avait 3 niveaux différents, ce qui est quand même assez rare parce que d'habitude, même moi, j'enseignais en niveaux multiples et j'avais 2 niveaux différents. Et elle a eu 3 niveaux différents pendant presque 20 ans. Alors, c'est sûr qu'elle s'est développée une expertise des trucs et elle conseille déjà d'autres enseignants lorsqu'ils doivent enseigner en niveau multiple. Alors, on a réalisé ensemble une entrevue de 60 minutes où est-ce qu'elle partage ses meilleurs conseils. Et en ce qui concerne l'organisation avec les programmes, alors la question qui me demandait, bon, comment trouver et organiser les programmes le plus simplement possible? Le plus simplement possible, je dirais, ça dépend beaucoup en premier de la pédagogie que tu utilises, mais c'est sûr que le plus simplement, c'est souvent la pédagogie traditionnelle, celle qui ressemble plus à l'école, parce qu'à ce moment-là, on y va avec des cahiers scolaires et on divise les matières selon l'étape des matières. Je dirais, on divise les matières à voir selon l'étape des matières. Alors, par exemple, on voit qu'il y a 8, on va dire 8 modules à voir. On divise ça selon le nombre de mois qu'on a décidé de faire l'école parce qu'on sait que dans notre plan d'apprentissage, c'est nous qui décidons du temps d'école, alors quand est-ce qu'elle commence et quand est-ce qu'on termine notre projet d'apprentissage. Et on va diviser ça en nombre de semaines qu'on prévoit faire le temps d'école. Alors, c'est ce qui est un peu plus simple. Mais il y a vraiment, même là, dans la pédagogie traditionnelle, avec plusieurs enfants, il y a plusieurs façons de faire. On pourrait aussi regarder s'il y a des sujets communs qui reviennent dans les cahiers d'apprentissage et y aller par thème. On pourrait faire ça aussi. Et même, il y a dans des classes, en niveau multiple, comme quand moi j'enseignais, ce qui était la façon de faire là, pour tous les enseignants, c'est qu'on enseignait, par exemple, univers social, mais ça, il faut avoir des enfants d'âge rapproché. Donc, univers social, qui est la géographie, l'histoire, on enseignait une année simplement la matière qu'on voyait au niveau de troisième année et l'autre année, le niveau quatrième année. Alors, si tu as des enfants qui sont de niveau rapproché, donc par exemple un enfant de troisième année, quatrième année et un en cinquième année, oui, ça serait possible de dire, regarde, cette année, je ne vois pas 3 univers sociaux, je vois une chose à voir, l'autre année, je vois une autre année. Alors, c'est sûr qu'il y a des enfants qui vont voir des notions en avance, d'autres plus tard. Oui, c'est possible, mais même dans les écoles, c'est ce qu'ils font. Alors, ça ne peut pas être pire que ce qu'ils font dans les écoles à quelque part, c'est ça, je me dis. Alors, ça dépend vraiment, je dirais, de comment tu veux t'organiser. Comme j'ai dit, il y a plusieurs façons de faire. Si tu es dans les pédagogies alternatives ou même dans le unschooling, c'est sûr que ça peut demander un peu plus d'organisation pour faire les liens entre ce que tu fais avec tes enfants et le vécu familial et essayer de tout, je dirais, réussir à faire des liens pour pouvoir mettre ça dans ton projet d'apprentissage, dans tes bilans, etc. et dans ton portfolio. Alors, c'est sûr, ça va demander beaucoup plus de temps pour essayer de trouver qu'est-ce qui est à voir dans les programmes, qu'est-ce que vous faites ensemble en famille et de répondre à tout ça pour la paperasse du gouvernement. Et au sujet de l'organisation avec les 4 autres enfants, qui là, je comprends, n'ont pas l'air à faire l'école du tout, et la maisonnée, donc s'ils ne font pas l'école, sont quand même assez jeunes, ben là, je dirais que c'est sûr que l'école va varier aussi selon l'âge des enfants, selon leurs besoins. Alors, tout est une question des besoins. Si les autres enfants sont des bébés, ont besoin de faire des siestes, c'est sûr que c'est la priorité aussi aux enfants, aux bébés, aux siestes. Et là, à ce moment-là, on peut profiter des siestes pour dire, ben, on sait que la plupart des 4 autres enfants dorment toutes 1 heure ou 2 heures dans l'après-midi. On prend cette heure-là avec les 3 autres enfants pour faire de l'école à la maison. C'est possible aussi de faire ça. Alors, il y a plusieurs façons de faire, mais c'est sûr que tout ce qui concerne l'organisation familiale et quand on a plusieurs enfants, comme dans ce cas-là, ça demande un grand lâcher-prise, parfois sur certaines tâches de la maison, grand lâcher-prise aussi sur des projets. On s'entend qu'il y a certaines pédagogies comme la pédagogie par projet ou l'étude par unité d'apprentissage où est-ce que là, on planifie des thèmes à tous les mois, mais peut-être que ce n'est pas des pédagogies
pour nous parce que ça va demander énormément d'organisation, énormément de connaissances du programme pour être capable de lier justement quelle activité qu'on va faire par rapport au programme. Tandis que si on prend des cahiers, qu'on prend les tables des matières, on suit ça, ou on remplit simplement les cahiers en faisant quelques jeux et quelques activités à travers ça, ça va peut-être être plus facilitant. Alors, pour en savoir plus sur les pédagogies, j'en aborde dans la formation Ma maison, mon école, ma liberté au module 4 et l'organisation, on voit ça au module 3, comment s'organiser. Et même moi, là-dessus, je veux le mentionner, je le partage dans le module 3, je partage, si on veut, la théorie, mais je partage aussi des vidéos sur mon expérience par rapport à l'organisation. Et il faut savoir que ça se modifie à chaque année. C'est pour ça qu'il n'y a pas une meilleure façon de s'organiser qu'une autre, parce que les besoins de notre enfant et de nos enfants, si on a plusieurs enfants, vont se modifier à chaque année. Alors, si, oui, là, on a 4 enfants qui, présentement, ne font pas l'école à la maison, bien, dans 2, 3 ans, peut-être, eux autres aussi vont faire l'école à la maison. Alors, c'est sûr que la façon de faire que tu vas trouver pour une année qui va fonctionner super bien, que tu vas dire: «Wow, j'ai du temps, ça va bien, c'est le fun, tout le monde va bien là-dedans». Ouais, mais ça se peut qu'elle ne fonctionne pas pour dans 2 ans et c'est correct aussi. C'est toujours à refaire, je dirais, se poser des questions sur comment je pourrais organiser cette année, mon année scolaire, comment on pourrait regarder ça ensemble pour mieux vivre en famille, faire l'école en même temps à la maison, parce que les besoins de tout le monde changent et même les besoins du parent aussi peuvent changer, ça se peut aussi. Alors, là-dessus, au niveau de l'organisation, c'est pour ça qu'il n'y a pas une organisation parfaite, c'est vraiment de trouver l'organisation qui est parfaite pour soi, pour dans l'année, dans le moment présent qu'on vit. Une autre question qui était sur l'organisation, mais par rapport à la concentration. Comment gérer l'horaire quand mon coco n'est plus du tout concentré? Là, ça peut surprendre, mais je vais dire, on arrête tout. On arrête tout parce que quand il n'y a pas de concentration, mais il n'y a pas d'apprentissage. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est clair. Je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais je ne peux pas dire j'arrête tout. Mais vous allez voir, là, c'est préférable parfois arrêter tout complètement. On met tout ce qu'on fait de côté. On bouge, on va boire de l'eau. Juste ça, parfois, aller boire de l'eau, là, ben, ça l'amène, on marche, on bouge, ça oxygène le cerveau, ça fait changer les idées. Et oui, ça peut changer la dynamique, ça peut aider même à reprendre sa concentration parce que là, on a activé le cerveau autrement en bougeant. Alors, c'est sûr que là, encore là, c'est tout le temps à se demander, c'est quoi notre priorité? Surtout quand on ne veut pas arrêter comme parent, qu'on dit, ben là, moi, je veux absolument qu'on finisse cette page-là. Je vois qu'il est plus concentré, mais je veux qu'on continue. Bon, la priorité, c'est-tu de remplir le cahier ou c'est le bien-être de l'enfant? C'est sûr que, comme j'ai mentionné, la priorité, pour moi, c'est la chose la plus importante à faire. Alors, on arrête tout et là, on dit à la place, ben c'est pas grave, on va le reprendre tantôt et ça va peut-être même aller plus vite tantôt si l'enfant a bougé et qu'il est plus concentré. Et aussi, on peut faire des apprentissages en bougeant, hein. Faut pas juste dire qu'il y a les cahiers non plus. On peut très bien apprendre en bougeant. Par exemple, en mathématiques, on pourrait sortir dehors, faire un jeu de marelle et écrire des nombres à terre dans les jeux de marelle. Et avec ça, on va pouvoir poser des questions à notre enfant. Par exemple, on pourrait dire aujourd'hui, on travaille l'addition. Donc, je pourrais dire quelle est la somme de tel chiffre et tel chiffre. Par exemple, quelle est la somme de 4 plus 3 et l'enfant doit aller sauter sur la case que c'est écrit 12. On pourrait faire ça pour toutes les formes d'opérations mathématiques, autant addition, soustraction, multiplication, division. Surtout si notre enfant a vraiment des problèmes de concentration, là, c'est idéal d'aller chercher des jeux comme ça qui vont amener l'enfant à bouger. Aussi mesurer toutes les mesures, les mesures qu'on doit faire. Là, moi, souvent, j'amenais mes élèves à l'hiver, je les avais amenés dehors et on avait construit un bonhomme de neige. Et moi, je voulais que ce soit le plus gros bonhomme de neige parce que je voulais aussi qu'ils apprennent à reporter le mètre. Alors, quand on a un mètre là, à mesurer, je voulais qu'ils apprennent à reporter ce mètre-là. Alors ça aussi, peut-être demander à notre enfant de construire des blocs Lego et ensuite de le mesurer. Alors, il y a plein de choses possibles aussi à faire au niveau des apprentissages qui va permettre à l'enfant de bouger pendant qu'il apprend et qui va favoriser, je dirais, la concentration pour qu'elle soit continue. Et si on voit que la concentration est courte, bien, c'est pas grave, on prévoit faire des apprentissages qui sont vraiment courts, donc pas plus que 20 minutes, pas plus que 20 minutes en mathématiques, pas plus que 20 minutes en français, etc. Et comme ça va vraiment favoriser de garder toujours la concentration. Et entre chaque période de 20 minutes comme ça, on bouge. On bouge chez certains, comme j'ai dit, au minimum pour aller chercher de l'eau. En français aussi, on pourrait prendre un ballon
et on appelait ça le ballon-son. Donc, on prend le ballon et on lance avec notre enfant et notre enfant doit dire, par exemple, on travaille le son F, donc doit dire un mot qui commence par le son F. On peut faire aussi des rallyes, on peut faire des cartes à tâches, donc l'enfant va quand même apprendre, mais va bouger en même temps. On peut faire en sciences l'observation de la nature. Cette semaine, je suis allée dans le bois avec mes enfants, mais c'était dans le but justement d'observer la nature et je leur ai demandé, bon, ben, trouvez-moi la différence entre des feuillus et des conifères. Hein, c'est quoi des feuillus, c'est quoi des conifères? Qu'est-ce qu'on observe? On observe la couleur, la forme, on essaye de les identifier, etc. On peut faire aussi des expériences en sciences. Alors, ça bouge. Alors, si on varie, comme j'ai dit, on fait des courtes leçons, pas plus que 20 minutes, on bouge entre les leçons, ça va aider beaucoup la concentration de notre enfant. Mais si on voit que notre enfant n'est pas concentré du tout, qu'il n'y a rien qui fonctionne, on arrête tout. Et on peut aussi utiliser des outils pour la concentration. Il y en a, là, je ne sais pas si je les ai avec moi parce que parfois mes enfants les prennent, mais il y a des trucs qu'on peut bouger là, dans nos mains qui vont permettre de garder notre concentration. Il y a des disques qu'on peut mettre sous le fessier. Il y a des trucs qu'on peut mettre aussi sous les pieds qui vont aider aussi l'enfant à bouger continuellement et à garder sa concentration. Et aussi, on peut entraîner notre enfant parfois à se concentrer, faire des petits exercices de concentration. Ensuite, il n'y a pas de questions jusqu'à présent, donc je vais poursuivre sur les questions sur l'enseignement et les matières obligatoires. Alors, comment on fait quand on est un parent qui travaille et que l'école étant jeune a toujours été difficile? J'ai peur de ne pas être à la hauteur et de ne pas comprendre ce que je dois leur enseigner. Oui, ça arrive souvent. Et là, je vais être honnête dans ma réponse, OK? Parce que je ne peux pas dire ah, c'est sûr que tu vas être à la hauteur, ça va bien aller, il n'y aura pas de problème. La seule chose que je veux mentionner, c'est que ça n'a pas nécessairement de lien par rapport au fait que toi, tu as eu de la difficulté à l'école. Ce que je veux dire par là, c'est que, bon, pour ce qui est le primaire, en général, c'est facile de prendre en charge le primaire, qu'on ait été un parent, qu'on avait de la difficulté ou non à l'école. Pour le secondaire, et là, je parle particulièrement pour les gens du Québec, particulièrement pour les gens aussi, je dirais, qui ont 35 ans et plus, là, qui sont plus vieux aussi. Alors, à partir de 35 ans et plus, il faut savoir que le programme du secondaire n'est pas celui qu'on a connu. Alors, ça se peut qu'on se sente dépassé par le programme du secondaire. Je prends l'exemple des sciences. Les sciences, c'est un programme qui a été refait au complet du secondaire 1, secondaire 5. Ce que nous, on apprenait au secondaire 1, là, les volcans, les roches, c'est plus ça du tout. Ça l'a complètement changé, ça s'est complètement modifié, ça n'a plus du tout la même approche. Nous, on devait aussi apprendre le tableau périodique par cœur, puis il n'y a plus ça du tout. Alors, ça s'est complètement transformé, même au niveau des mathématiques et des termes mathématiques qui ne sont plus les mêmes que ceux qu'on a connus. Alors, ça se peut qu'on se sente dépassé, puis on dise, là, moi, je ne situe plus mon enfant, je ne comprends pas où est-ce qu'on va. Et quand nous, on était à l'école, les 35 ans et plus, il n'y avait pas non plus la compétence résoudre. Il y avait raisonner des situations problèmes, mais il n'y avait pas résoudre. Résoudre, c'est vraiment une compétence beaucoup plus complexe, beaucoup plus d'analyse et je dirais parfois subjective aussi parce que c'est difficile. On y va dans une démarche, même les enseignants ne s'entendent pas toujours pour évaluer une résolution de problème parce que c'est une démarche d'analyse et ça dépend comment chaque enfant analyse. Et l'important n'est pas d'arriver à la réponse. Ça veut dire qu'un enfant, dans sa résolution de problème, pourrait avoir mal dans sa démarche, mais si, durant tout le long de sa démarche, bon, il utilise son erreur, mais toute sa démarche se tient, il pourrait avoir parfois même une meilleure note qu'un autre qui arrive à la bonne réponse, mais que sa démarche n'a aucun sens, elle ne se tient pas ou il manque des étapes, si on veut. Alors, c'est sûr que, comme je dis, ça peut arriver que, oui, pour certains niveaux scolaires, parce que là, la personne qui m'écrit ça, les niveaux scolaires n'étaient pas mentionnés. Alors, c'est sûr que oui, ça se peut que, oui, on va dire le secondaire, là, c'est trop pour moi. Alors, ce qu'on peut faire, il faut savoir que pour l'école à la maison, on est responsable, le parent est responsable de la paperasse, le parent est responsable de rendre des comptes, de suivre la progression de son enfant, mais il n'y a rien qui stipule que le parent doit prendre en charge toute la scolarité de l'enfant. Alors, ce qu'il y en a qui vont faire, par exemple, surtout pour les mathématiques, parce que c'est beaucoup plus complexe, surtout à partir du secondaire 3, soit ils vont prendre un enseignant au privé et ils vont quand même faire l'école à la maison. Ils vont arriver aussi à faire quand même les autres matières.
Et sinon, ils vont, peut-être parfois, il y en a qui vont prendre des tuteurs pour toutes les matières scolaires. J'en ai vu, il y en a qui c'est arrivé, des parents qui disaient: «Moi, j'ai pas le temps, je travaille, je suis pas du tout le programme parce que ça ressemble pas à ce que j'ai connu». Ils prennent des tuteurs pour toutes les matières, c'est possible aussi. Il y a aussi, des je dirais des services de tutorat, des compagnies de tutorat, donc des entreprises qui offrent plusieurs tuteurs. On peut faire aussi affaire avec eux autres. Il y a plusieurs vraiment façons de faire, où est-ce qu'à ce moment-là, il faut quand même ça, c'est sûr, planifier son budget pour dire: «Bon, ben là, moi, je fais l'école à la maison, mais c'est certain que pour certaines matières scolaires, je vais avoir besoin de tuteurs ou d'enseignants». Alors je me planifie un budget à l'avance et c'est comme ça qu'il n'y aura pas de surprise lorsqu'on fait l'école à la maison durant l'année. Hem, la seule chose que je veux mentionner, c'est que c'est pas les parents se mettent beaucoup de tout sur les épaules, là. Alors qu'est-ce qui était écrit là, exactement. Donc, quand on est un parent qui est jeune et avait de la difficulté, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. C'est pas une question de aussi de dire qu'on avait de la difficulté à l'école, qu'on n'est pas à la hauteur ou qu'on est parent. Il faut savoir que même les enseignants, on est formé dans le monde de l'enseignement, mais même un enseignant voudra pas du primaire, voudra pas nécessairement enseigner au secondaire et un enseignant du secondaire ne voudra pas nécessairement enseigner au primaire. Et même dans le primaire, il y a des enseignants qui vont dire: «Ah, moi, j'aime ça enseigner première, deuxième année, mais je me vois pas avec la sixième année». Et il y en a d'autres que eux autres vont dire: «Ah non, moi, je me vois juste à tel niveau». Alors, des limites, tout le monde en a. C'est normal, c'est pas une question de pas être à la hauteur, faut pas se diminuer. C'est vraiment juste des limites qu'on a et de voir à ce moment-là, bon, quelles seraient les solutions. Alors, si on est en mode solution, comme j'ai dit, il y en existe, il y a plusieurs possibilités et c'est sûr que vous allez trouver. Alors, des services de tutorat, il y en a plein, SOS Prof, deuxième classe, succès scolaire, par exemple, vous pouvez regarder de ce côté-là. Ensuite, une autre question, toujours sur l'enseignement et les matières obligatoires. Est-ce que tu as des trucs, des astuces pour rendre la lecture avec mon garçon de 8 ans plus fluide? Je soupçonne de la dyslexie. Hem, juste une note ici, on m'avait mentionné avant dans les commentaires que ça disait que l'enfant n'aimait pas les cahiers, n'était pas intéressé et que la lecture était difficile. Alors, c'est sûr que là, il manque des données parce que je me questionne, c'est sûr, est-ce que là, c'est un problème de lecture comme la dyslexie ou c'est seulement un problème d'apprentissage de la lecture qui est encore en cheminement, hein, parce que c'est un processus aussi à long terme, la lecture, et à ce moment-là, on pourrait travailler l'approche. Alors, dans le sens que si l'enfant n'aime pas les cahiers, ben, pourquoi continuer dans les cahiers? Ça aussi, ça pourrait être vu, voir peut-être une autre approche. Est-ce que ça motiverait l'enfant plus de lire? Il y aurait ça aussi. Est-ce qu'on a demandé aussi à l'enfant, toi, qu'est-ce que tu aimerais apprendre? Qu'est-ce que tu aimerais lire? Qu'est-ce qui te passionne comme sujet? Et ça peut être surprenant parce qu'un enfant qui n'aime pas lire peut aimer lire quelque chose d'autre sans se rendre compte qu'il lit. Donc, s'il y a un sujet qui le passionne, il va peut-être vouloir en apprendre sur ce sujet-là, va vouloir ouvrir le livre ou lire un article d'une revue, etc., ou même aller lire sur Internet, sur Wikipédia, etc. Et là, ben, l'enfant va essayer sans, peut-être qu'il va encore de la difficulté, mais va vouloir essayer quand même d'aller lire. Alors, c'est pour ça que je dis que ça peut être surprenant. Il y a des trucs qu'on peut travailler comme ça, l'approche subtilement, dans le sens que l'enfant, nous, on a un objectif pédagogique derrière la tête, si on veut, en lui proposant autre chose ou en disant qu'est-ce que tu aimerais faire. Mais l'enfant, lui, à ce moment-là, ne voit pas nécessairement qu'on veut travailler la lecture parce qu'on lui dit, bon, là, on ouvre ton cahier et tu fais ton cahier de lecture. C'est un peu plus subtil et on l'accompagne à ce moment-là dans un sujet qui l'intéresse. Il faut être prudent aussi, un autre point que je voulais mentionner avec la fluidité. Parce que ça, je l'ai vu souvent au niveau de l'école à la maison, que plusieurs parents s'inquiétaient au niveau de la fluidité, disaient ben, mon enfant ne lit pas assez fluidement, c'est-tu grave ou je voudrais qu'il lise plus fluidement. Mais en fait, là, la fluidité, là, attention, je ne dis pas pour les professionnels, là, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important. Oui, bon, c'est important qu'un enfant lise fluidement, bien sûr, mais il faut faire attention à l'importance qu'on accorde à la fluidité. Parce que qu'est-ce qui est beaucoup plus important au niveau de la lecture, c'est de travailler la compréhension de lecture. Ça, c'est ce qui est vraiment important à faire. La fluidité, ça va venir, puis il y a des enfants que ça va venir beaucoup plus tard que d'autres. Il y en a en première année qui peuvent lire fluidement et d'autres, ça va être simplement vers la fin du primaire. Ça se peut. Mais ce qui est important, c'est de continuer de garder le goût de vouloir lire. Alors, c'est pour ça, tantôt, je disais de questionner l'enfant sur qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui te passionne. Parce que sinon, si on l'assomme trop avec « il faut que tu apprennes à lire »,
on va perdre son intérêt, il ne voudra plus apprendre et là, c'est sûr, ça va entraîner aussi d'autres problèmes. Et pour travailler la compréhension de lecture, je tiens à mentionner que ce n'est pas obligatoire d'arriver et de dire bon, voilà, tu as un texte à lire, tu me lis ça et tu réponds aux questions. Hein. On peut très bien lire le texte à la place de l'enfant et le questionner. Et nous, on note ses réponses. Donc, à ce moment-là, c'est comme un questionnement verbal, si on veut une petite évaluation verbale. Mais c'est correct aussi, ça compte aussi. Là, c'est pas obligatoire. Il n'y a rien qui dit oui à l'école, oui dans les examens du ministère, tout est par écrit. Encore aujourd'hui, même pour des enfants qui ont des difficultés, mais ça reste qu'on peut très bien à la maison, dans le quotidien, travailler la compréhension lecture simplement à l'oral et ça va encourager notre enfant, ça va nous permettre, nous aussi, de voir s'il comprend bien les textes lus ou non. Ensuite, pour un enfant qu'il y a de la difficulté, ce que je conseillerais aussi, ce qui est vraiment gagnant là, dans toutes les situations, parce que j'en ai fait de l'accompagnement au privé pendant plusieurs années quand j'étais étudiante en enseignement, et ce qui est vraiment gagnant, là, c'est de travailler la lecture en binôme, donc à deux. Là, à ce moment-là, dans un contexte d'enseignement à la maison, c'est avec le parent. Donc, le parent lit une ligne et l'enfant lit une autre ligne. Et en même temps, pour un enfant qui a de la misère avec la fluidité, c'est aidant parce qu'il va entendre qu'est-ce que le parent va dire à voix haute. Il va modéliser comment le parent lit à voix haute. Alors, c'est sûr qu'un enfant qui a de la difficulté avec sa fluidité, qui va lire de façon saccadée, va entendre quand même une lecture plus fluide et c'est sûr que son cerveau va enregistrer ça. Et là, moi, je prends un exemple. J'en ai un enfant qui a de la difficulté avec la lecture et qui lisait énormément saccadé. Ça arrive encore à l'occasion. Et justement, à force d'entendre, et des fois même, je faisais remarquer, observe comment moi je prononce le mot, comment toi tu le dis, et on voit que ce n'est pas la même prononciation. Alors, c'est sûr que lire une ligne à la fois dans un texte, là, ça encourage énormément un enfant qui a de la difficulté et qui est peut-être dyslexique. Et ça va même l'aider, comme je dis, avec sa fluidité, parce qu'à force d'entendre, de voir comment que le parent lit, etc., ben, lui aussi va pouvoir répéter, je dirais, cette façon de lire-là. Et quand on voit que notre enfant s'améliore, ben on est toujours dans un état de progression. Hein. À ce moment-là, on va inviter l'enfant à dire, ben toi, tu lis deux lignes. Et bon, au début, on peut lire aussi deux lignes. Tranquillement, pas vite, on va dire que l'enfant lit deux lignes et nous, on en lit une. Et après ça, ben, l'enfant va lire un paragraphe et nous, on va lire un paragraphe. Alors, on s'en va comme ça dans l'évolution de la lecture. Et on n'oublie pas de souligner les efforts. Ça, c'est très important. J'invite à le faire souvent, souligner les efforts, surtout un enfant qui a de la difficulté. On voit qu'il s'est amélioré ou juste une ligne qui a été mieux lue un petit peu plus fluidement, on le souligne. Et on apprend aussi, parce que même pour la fluidité, ça peut paraître bête, mais on apprend à notre enfant une stratégie qui est de, quand tu arrives à un point, avant de dire ton autre phrase à voix haute, tu peux la dire dans ta tête. Lis-la dans ta tête et après ça, tu vas pouvoir la dire à voix haute. Et ça, des fois, on ne pense même pas dire ce truc-là à notre enfant, mais on pense que les enfants, ils vont l'apprendre comme ça. Mais juste l'enseigner à notre enfant, cette stratégie-là, qu'à chaque point, il s'arrête, qu'il lit la phrase dans sa tête et après ça, il dit à la voix haute, il dit cette phrase-là à voix haute, vous allez voir, ça fait un changement énormément dans la fluidité. Et c'est sûr qu'il y a plein de trucs, là, on pourrait en parler longtemps, mais il y a une chose que je tiens à mentionner sur la dyslexie. S'il y a des soupçons réels, moi, j'irais consulter quand même une orthophoniste, une spécialiste, parce qu'à la limite, ça va nous permettre d'avoir leur juste sur notre enfant. Et bon, dans le pire cas, elle va nous dire, ben oui, tu sais, il y a de la dyslexie, puis bon, c'est comme on pensait, mais veut pas, il faut voir ça d'un côté positif. Ça va nous permettre d'outiller notre enfant aussi, d'utiliser des... écoute, il y a plein de trucs pour la dyslexie aussi, des petites affaires des fois qui peuvent les aider, des moyens aussi, parce qu'elle ne veut pas être spécialisée, elle va pouvoir en donner. Et si jamais il n'y a pas de dyslexie, c'est justement, elle va quand même peut-être voir qu'il y a certaines difficultés et donner aussi des trucs pour travailler la lecture. Donc, en tout temps, moi, quand j'ai eu des soupçons de dyslexie pour un enfant, j'ai référé à une orthophoniste ou un orthophoniste. Et c'est sûr que c'est toujours mieux d'avoir l'avis d'une autre personne, d'avoir un spécialiste qui voit beaucoup de cas, qui va être capable d'évaluer, et sinon, au moins, qui va être capable d'outiller. Et comme j'ai dit, sinon, on travaille la lecture à deux, on encourage les efforts, on travaille la lecture aussi avec des sujets qui intéressent l'enfant. Ça va aider aussi grandement l'enfant, et on travaille surtout la compréhension de la lecture. Une autre question, toujours sur le thème de l'enseignement et les matières obligatoires. Comment apprendre à notre enfant du par cœur?
comme les lettres de l'alphabet dans la joie. Alors, faut savoir, là, je ne sais pas si tu as manqué tantôt, je parlais justement du système qui avait changé. Alors, le système scolaire a changé, il est plus ce qui était avant. Comme j'avais mentionné pour le tableau périodique en sciences, c'est plus à savoir par cœur. Alors, c'est sûr que les lettres de l'alphabet à ce moment-là, c'est pas à savoir par cœur. Même quand on enseigne, on a une bannière avec les lettres de l'alphabet qui est affichée souvent en arrière de nous. Et les enfants ont référence à cette bannière-là pour leurs lettres de l'alphabet. Alors, je ne vois pas pourquoi qu'on voudrait, dans un contexte d'école à la maison, que notre enfant prenne les lettres d'alphabet par cœur. Et à ce moment-là, j'inviterais, parce que pour être dans la joie, ben, c'est surtout de s'amuser. Si on est au stade, là, je n'ai pas l'âge de l'enfant, mais si on est au stade des lettres de l'alphabet, je présume qu'on est en maternelle première année. Alors, c'est la manipulation des lettres de l'alphabet surtout qui va aider à créer des représentations visuelles. Donc, plus l'enfant va soit manipuler une lettre, soit tracer une lettre, va l'aider à se représenter la lettre, comment elle se fait, donc comment ça se forme un A majuscule, comment se forme un A minuscule, plus que du savoir par cœur. À ce moment-là, vraiment, plus il va créer des représentations visuelles, plus après ça, l'enfant va être capable de délaisser ses outils, être capable d'écrire sans nécessairement toujours regarder comment est formée la lettre. Et bien sûr, c'est beaucoup plus amusant à jouer à ce moment-là avec du sable, tracer une lettre, prendre de la gouache, tracer une lettre. Et si vraiment on tient, parce que là, je ne savais pas c'était quoi le contexte, mais si on tient à ce que l'enfant sache les lettres d'alphabet par cœur, est-ce que c'est pour les ordonner? Alors, si c'est pour ordonner les lettres, ben, pourquoi pas s'amuser avec des lettres magnétiques et demander de les ordonner sur le frigidaire. Et là, on regarde sur le frigo ben, les lettres d'alphabet, si c'est bien ordonné ou pas. Mais comme j'ai dit en tout temps, on peut mettre un tableau de référence, une affiche avec les lettres de l'alphabet, parce que sinon, c'est un gros stress pour l'enfant quand même qu'on lui impose de savoir tout ça par cœur, quand dans un contexte scolaire, ils ont des références, ils ont des outils pour faire leur exercice à ce moment-là. Une autre question aussi, où trouver des ressources et des outils d'apprentissage? Bien là, ça, il y en a à plusieurs endroits. Au module 6, dans ma formation, j'en donne sur chacune des matières scolaires où trouver des ressources. Mais des ressources qui sont imprimables, gratuites, il y a 2 boutiques que j'aime beaucoup, qu'il y en a beaucoup, c'est Mieux enseigner et Teachers Pay Teachers, parce qu'ils ont énormément, c'est des boutiques qui existent depuis longtemps. Alors, si ça existe depuis longtemps, il y a plusieurs ressources et il y a beaucoup, beaucoup de ressources gratuites. Il y en a aussi pour tous les budgets. Alors, il y en a des payants à 1 $, 2 $, et il y en a même des outils qui vont jusque dans les 3 chiffres, ce qui peut être impressionnant. Je vais juste prendre une gorgée d'eau parce que je parle beaucoup, parce que comme j'ai dit, c'est un gros live aujourd'hui avec plusieurs informations à partager. Alors, ce sont 2 sites où est-ce que vous allez vraiment assurément trouver des ressources quasiment pour toutes les matières. On marque éthique et culture religieuse, il y en a. On marque sciences, il y a des cahiers de sciences interactifs. Alors ça aussi, c'est vraiment intéressant selon les pédagogies qu'on choisit. Teachers Pay Teachers, il y a plus de ressources aussi en anglais. Alors c'est sûr, si on va dans une pédagogie comme Charlotte Masson, il va y avoir aussi quelques ressources à ce niveau-là sur Teachers Pay Teachers, plus que sur Mieux enseigner. Alors, c'est pour ça que je dis que ça dépend vraiment des pédagogies qu'on utilise, mais ce sont 2 boutiques en général qu'on va retrouver une très grosse banque de ressources. Et là, je change de catégorie parce qu'il y avait une question sur la paperasse du gouvernement. On m'a demandé comment on monte un plan éducatif. Je suis éducatrice spécialisée, j'ai un service de garde à la maison et j'ai suivi des cours à l'enfance, mais le plan éducatif, ça ne rentre pas. Alors là, il faut savoir, ça n'a pas de lien avec ce qu'on a fait. Ça se peut que le plan éducatif, ça ne rentre pas parce que, ben, moi, de côté, c'est pour ça que j'avais créé cette formation-là, Ma maison, mon école, ma liberté, parce que ça me surprend tout le temps à quel point, comme je dis, ça fait longtemps que je fais l'école à la maison. Donc, avant, c'était l'autre régime de la commission scolaire et aujourd'hui, c'est le ministère. À quel point que les questions aujourd'hui sont demandées, demandent quasiment des connaissances en enseignement. Bonjour Andrea, super, bonjour à la personne qui m'a écrit. Si tu as des questions, tu peux les écrire. Alors, c'est sûr que ça se peut que ça ne rentre pas parce que ça demande de savoir un peu, bon, ben, c'est quoi qu'il faut écrire? Il y a plusieurs choses à savoir et là, on se demande tout le temps, est-ce qu'on écrit la bonne chose? J'en écris-tu assez? J'en écris pas assez? Et là encore, comme dans tout système, je dirais, scolaire, tout est une question de subjectivité. Dans le sens que c'est une personne ressource, un PR qu'on appelle, qui va approuver les plans d'apprentissage. Et à ce moment-là, cette personne ressource-là peut dire que le plan est complet ou non. C'est assez, comme je dis, relatif.
Une chose est sûre, dans ma formation, je donne 5 conseils. Là, ici, je vais en donner 2, mais c'est sûr que si tu veux aller plus loin, tu iras dans ma formation. Mais le premier conseil, c'est d'utiliser le Canva du ministère parce que comme ça, on s'assure de rien oublier. Parfois, quand on va construire nous-mêmes nos projets d'apprentissage, oui, ça se peut que là, on trouve ça compliqué parce qu'on ne sait pas trop quelle information mentionner. Si on prend d'autres modèles, c'est possible aussi. Là, j'avais eu quelques oui-dire que cette année, bon, il serait un peu plus sévère, qu'il voudrait qu'on respecte ça. Mais les autres modèles peuvent aussi faire. Il faut juste s'assurer quand même qu'à ce moment-là, on remplit tout ce qui était demandé sur le Canva du ministère. Parce que c'est sûr que si le ministère l'a mis sur son Canva, à quelque part, c'est parce qu'il s'attend qu'on réponde à cette question-là. Alors, si on fait un autre, je dirais un autre modèle, à ce moment-là, juste s'assurer que ça ressemble à celui-là du Canva du ministère et aussi de diviser nos activités qu'on va mentionner par compétences. C'est d'ailleurs, je dirais même une exigence dans les exigences quand on les lit là, pour le ministère qui est demandé. Bon, plusieurs PR laissent passer parce que je vois que, tu sais, mais moi j'en vois, là, j'en lis des projets d'apprentissage quand j'accompagne les parents pour faire des documents. Et bon, les parents vont écrire seulement français. Ils vont tout faire défiler ça. Mais idéalement, on se sert des compétences qui sont à gauche. Alors, si tu vas sur le site de la DM, Direction d'enseignement à la maison, et tu télécharges le Canva du projet d'apprentissage, il y a des compétences qui sont à gauche, dans une colonne à gauche pour chacune des matières scolaires. Alors, si tu prends français, il va y avoir écrire des textes variés. Et moi, je suggère toujours aux parents de prendre la compétence, on les divise toutes par compétences et d'écrire à ce moment-là les activités qu'on va faire par rapport aux compétences. Et c'est une manière de s'assurer qu'on va faire toutes les compétences. C'est une manière qu'on n'a rien oublié aussi, de montrer au PR qu'on sait très bien qu'est-ce qu'on doit faire et qu'on va remplir, je dirais, toutes les conditions du programme scolaire. Aussi, une chose que je veux dire, de faire attention au copier-coller avec les projets d'apprentissage, parce qu'il y en a qui disent, bon, ben moi, je ne connais rien, alors je vais demander à quelqu'un de me partager son projet d'apprentissage et je vais faire du copier-coller. Peut-être qu'il y en a que ça a déjà fonctionné. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de parents qui sont venus me voir et ça n'avait pas fonctionné du tout. C'était une catastrophe parce que là, ils disaient que leur PA, ça ne ressemblait pas du tout à leur enfant, ça ne ressemblait pas du tout à leur famille. Et là, c'est qu'après ça, ça complique parfois les choses. Il faut penser qu'au Québec, oui, on a le projet d'apprentissage, mais on a l'état de la situation à faire, on a le bilan mi-parcours, on a le bilan fin de parcours et on a le portfolio à faire. Donc, à un moment donné, si on fait copier-coller et on a construit un projet d'apprentissage qui nous ne ressemble même pas, c'est sûr, ça vient que ça complique énormément les choses. Et si c'est bien fait déjà, notre projet d'apprentissage, moi je dis, tu vas gagner du temps et si tu les sépares déjà par compétences, tu vas gagner du temps la prochaine fois sur tes bilans. Alors, peu importe, je dirais, ton domaine, même si tu es éducatrice, ça se peut que le projet d'apprentissage, ça ne rentre pas parce que c'est quand même compliqué. Maintenant, on demande, avant, on pouvait dire que pour le français, c'est ce qu'on faisait. Maintenant, on y va vraiment par compétence. Alors, il faut dire qu'est-ce qu'on fait au ministère pour le français écriture. Il faut dire qu'est-ce qu'on fait pour le français compréhension lecture. Pour la communication orale, il faut y aller vraiment selon toutes les compétences, comme j'ai dit, qui sont dans la colonne à gauche. Il faut mentionner toutes les activités qu'on va faire par rapport à ça et toutes les ressources qu'on va utiliser. Sinon, c'est pas plus compliqué que ça quand même de prendre un plan d'apprentissage. Non, c'est une blague. On suit ça, mais oui, je comprends que les parents, des fois, vont trouver ça compliqué parce qu'ils disent, surtout, si on suit les cahiers d'apprentissage, ça va, hein, mais si on est dans une pédagogie alternative, oui, je comprends que ça peut être tout qu'un casse-tête des fois, d'essayer d'aller lier qu'est-ce qu'on fait comme activité. Par exemple, il y en a qui vont m'écrire souvent, je fais la cuisine. Allez pas écrire ça, faire la cuisine. Non, c'est pas bon. Ça ne lie pas rien dans l'activité. Donc, essayez d'aller voir quelles compétences vous allez développer en faisant de la cuisine. Alors, si c'est lire des fractions, on va écrire plutôt lire des fractions, on va aller mettre ça dans les mathématiques et dans les concepts mathématiques qu'on va travailler à ce moment-là, raisonner avec des concepts mathématiques. La résolution de problèmes aussi, il faut faire attention, c'est quand même assez complexe comme j'ai mentionné. Alors, juste dire, je discute avec mon enfant sur les problèmes de la vie, c'est plus que ça, la résolution de problèmes. Alors ça, la résolution de problèmes, pour le primaire, il y en a sur Génie Publication, ça s'appelle mes vraies résolutions de problèmes. Et ça, je peux dire, oui, c'est vraiment des vrais qui ont fait, qui sont très complexes, qui demandent plusieurs démarches complexes.
c'est quand même assez bon comme ressource aussi. Alors, c'est sûr, il faut trouver à ce moment-là des résoudres. Et si on utilise la méthode Singapour, c'est pas, mais au Québec, là, je parle, c'est pas les mêmes résolutions de problèmes que nous, on a au Québec. La compétence de résoudre des résolutions, des situations de problèmes au Québec là, est différente d'ailleurs. Parce que je me suis déjà ostinée avec mes amis en France qui me disaient oui, mais nous aussi, on a ça, cette compétence-là, résoudre. Oui, je sais. Mon enfant utilise ça aussi, ces cahiers-là de Singapour, mais je vous le dis, là, ça n'a rien à voir avec notre compétence ici et ça n'aura rien à voir du tout pour le secondaire. C'est une compétence qui est à part des autres, que oui, le ministère juge que c'est super bon, puis il y en a des professionnels qui vont dire que c'est bon parce que ça amène l'enfant à beaucoup analyser et ça fait que c'est des super bons programmes en mathématiques dans le monde. Oui, mais c'est quand même assez difficile pour des enfants qui ont de la difficulté en lecture. Alors, si ton enfant a des difficultés en lecture, en compréhension de lecture, automatiquement, il va avoir des difficultés au niveau de la résolution de problèmes. Alors, c'est sûr que pour travailler de la résolution de problèmes, bien, ça va être de travailler aussi la compréhension des problèmes. Et après ça, d'aller travailler que ton enfant va être capable d'aller chercher des concepts mathématiques. Alors, c'est pour ça que si tu écris juste, ben, on fait de la cuisine, c'est sûr que ça se peut que ça ne fonctionne pas dans ton projet d'apprentissage. Il faut aller un petit peu plus loin que ça sur ben, comment tu vas développer cette compétence-là et comment tu vas t'assurer justement qu'elle va être développée, cette compétence. Alors, j'espère quand même que les questions ont donné quelques idées, au moins quelques, je dirais, leur juste aussi pour certaines choses. Alors, comme j'ai dit, pour les lois, pour celles qui m'avaient demandé que ton enfant avait 16 ans le 2 janvier, comme j'ai dit, l'école ne prend pas fin là, prend fin seulement le 30 juin 2022. Et après ça, avec la loi sur l'instruction publique, les commissions scolaires doivent quand même donner de la scolarité jusqu'à 18 ans. Alors ça, c'est quelque chose des fois qu'on ne sait pas et qu'on n'y pense pas. Et pour tous ceux que c'était les questions pour les voyages, comme j'ai mentionné, dans mon guide, il y a un beau lien qui mentionne ça. Sinon, ben, c'est sûr, dans ma formation, je vais quand même plus loin. J'ai même construit un carnet de voyage avec une quinzaine de pages pour bien planifier son voyage et éduquer. Dans la relation avec votre enfant, comme j'ai mentionné, faites-vous confiance, accueillez ce que votre enfant aussi dit et va dire, votre enfant va vous donner beaucoup de rétroaction. Hein? Tu sais, je suis fatiguée, aujourd'hui, ça ne me tente pas trop de travailler. Alors, c'est sûr, quand on est à l'écoute de ses besoins, et on peut faire l'école autrement que par des cahiers, surtout quand il est fatigué. Sinon, ceux qui viennent de se joindre, vous réécouterez. J'ai donné même des exemples comment, pour un enfant qui n'est pas concentré ou qui a de la difficulté avec sa concentration, comment apprendre en bougeant au niveau des mathématiques, du français, des sciences. Aussi, qu'est-ce qu'on a parlé? Parce qu'il y avait beaucoup de choses. L'organisation familiale. Alors, chapeau, comme j'ai dit à la maman, que cet enfant, vraiment, toute mon admiration parce que c'est quelque chose, cet enfant avec la maison à s'occuper et l'école à la maison. Ça, c'est certain. Alors, comme j'ai mentionné, on y va, quand on a plusieurs niveaux différents, on y va en premier avec le plus vieux, ensuite on descend de niveau et vous allez voir, on va finir à ce moment-là les activités, tout le monde ensemble, tout le monde va être heureux. Et s'il y en a qui se demandent, ouais, mais qu'est-ce qu'il fait le plus jeune en attendant que j'étais avec mon plus vieux? Ben, il peut jouer, il peut faire des petites activités qu'il connaît déjà, de la pâte à modeler, etc. Alors, quelque chose qui va faire que ton enfant est autonome et que là, tu vas pouvoir t'occuper de ton plus vieux pour commencer. Et ensuite, je crois que là, je viens de faire le tour. Alors, pour la dyslexie, comme j'ai mentionné, s'il y a des soupçons quand même assez forts, là, je ne sais pas le contexte, mais d'aller voir quand même une orthophoniste, un spécialiste qui va vraiment pouvoir dire s'il y en a ou pas. Et sinon, travailler la lecture en diade, travailler sur faire de la lecture avec des sujets qui passionnent. Et n'hésitez pas, là, la lecture, là, c'est pas vrai qu'on demande à notre enfant de lire un gros texte tout seul. Là. Oui, c'est ça pour les examens du ministère, c'est sûr. Mais dans le quotidien, on peut très bien dire à notre enfant qu'il lit une ligne et que nous, on lit une autre ligne et c'est correct aussi. La même chose pour les devoirs à la maison. Ceux que leur enfant n'est pas en contexte d'éducation à domicile, chicanez-vous pas soir avec votre enfant pour qu'il se couche à 8-9 heures. Quand même, on lit chacun une phrase et vous allez voir, ça va bien aller, ça va le motiver. Et pour tout ce qui est d'apprendre les lettres d'alphabet, restez dans, je dirais, la manipulation des lettres. Allez voir, j'ai écrit un blog là-dessus sur mon site qui était sur andreagérard.com. Alors, si vous allez là, il y a une section qui s'est écrit blog et le titre s'appelle justement la manipulation des lettres. Donc, j'en ai écrit un article là-dessus qui mentionnait que justement, c'est important la manipulation des lettres et qu'il y avait des exemples comment faire pour manipuler les lettres.
Alors, c'est ce qui complète le live aujourd'hui, qui était quand même un live assez chargé. Alors, c'est pour ça, d'habitude, j'ai ma petite introduction du début là, avec ma musique et je laisse les gens, comme ça laisse le temps aux gens qui puissent se connecter. Mais là, j'ai commencé tout de suite parce que je savais que j'avais beaucoup d'informations quand même à partager. Ceux qui viennent de se joindre, comme j'ai mentionné, c'était lié à la question d'adhésion pour les membres de mon groupe. Et bien sûr, pour tous les autres membres qui vont se joindre, je vais refaire un live dans ce genre-là, éventuellement. Je ne sais pas quand, mais c'est sûr, pas d'ici à décembre, il n'y en aura pas. Donc, ça va être après les fêtes, peut-être, dépendamment comment il y a des questions, bien sûr, qui vont apparaître. Et pour les autres qui sont membres déjà du groupe Facebook Les parents éducateurs de la francophonie mondiale, à ce moment-là, c'est sûr que je vais refaire ça à l'occasion, encore une fois, comme j'ai dit, je ne sais pas quand, bon, et je ne sais pas à quelle fréquence, alors peut-être une fois ou deux par année, que je vais vous donner l'occasion sur le groupe uniquement de dire, bon, ben là, voilà, prochainement, je prévois un live et je vais répondre à vos questions. Alors, si vous avez des questions, que ton enfant fasse l'école à la maison ou non. Alors, si tu as un enfant et que tu l'accompagnes quand même dans sa scolarité pour les leçons et les devoirs, tu vas avoir l'occasion de pouvoir poser une question. Et comme j'ai dit, ben, profitez-en, c'est gratuit. Au lieu d'avoir une consultation pédagogique à payer, ben, on pose sa question. Mais comme vous avez vu, donner des détails, parce que des fois, quand je n'ai pas le contexte, c'est dur de répondre justement à la personne. Alors, n'hésitez pas à donner des détails sur l'âge de votre enfant, les niveaux de scolarité de votre enfant, etc. Et ceux qui partent en voyage, ben c'est quoi votre destination de départ, votre destination d'arrivée, combien de temps vous prévoyez partir, est-ce que vous restez à la même place, etc. Donc, plus vous allez donner des détails, plus c'est facile pour moi de vous répondre. Alors, on se rejoint dans 2 semaines. Dans 2 semaines, je vais avoir une invitée. On va parler d'un sujet quand même qui me touche particulièrement et personnellement, honnêtement. C'est le prochain live, le 21 octobre, avec Isabelle Boivin, sur les babys, les e-habits. C'est quoi ça? Je suis curieuse, je ne sais pas pour vrai qui connaît ça. Alors, j'aimerais ça qu'il y en a qui me l'écrivent, soit en commentaire, comme j'ai dit, soit en live ou en replay. Me dire qui connaît ça, baby e-habits. Parce que moi, j'ai eu à découvrir ça en 2013. J'ai eu la surprise quand j'ai eu mon enfant. Et tu sais, on ne sait pas tout de suite, là, notre enfant, quand on accouche, c'est pas écrit dans le front comment il va être. Alors, c'est quand même long à diagnostiquer officiellement. Donc, moi, ça l'avait pris 6 mois et c'est pas tous les docteurs qui connaissent ça. Moi, j'ai été chanceuse. J'avais une docteure qui venait de la France et qui, en France, était beaucoup plus connue qu'ici au Québec et qui connaissait bien le sujet. Elle connaissait en anglais. Donc, au début, elle me dit, ben, ton enfant est Spirited Child. Mais après ça, elle m'a invité à lire là-dessus. Et là, j'ai découvert que le terme français, c'était baby. Baby veut dire bébé aux besoins intenses. E-habit, enfant aux besoins intenses. Parce que vers l'âge de 3 ans, les babys se transforment en e-habits. Alors, ce sont des enfants, oui, qui pleurent, là, mais qui sont vraiment intenses dans leurs besoins. Alors, tous les besoins de n'importe quel enfant sont comme multipliés énormément. Et mon enfant, il y avait plusieurs critères, mais il les avait tous. Tous, 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 sans exception. C'était un vrai baby à 100%. Alors, en gros, c'est un enfant qui pleure tout le temps, qui est toujours en porte-bébé, il veut rien savoir d'être dans son lit et il n'y a rien qui le console, il n'y a rien qui le rassure, il n'y a rien qui arrive à le sécuriser. Et c'est pas lié au fait que je n'étais pas une bonne mère, là. Alors, c'est sûr que, bon, le premier mois, on se pose des questions. Comme j'ai dit, notre enfant, c'est pas écrit dans le fond que c'est un baby. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Moi qui étais si bonne avec les enfants, quand je gardais, je me disais, voyons, pourquoi ça ne marche pas avec cet enfant-là? Alors, ça a été comme ça mon premier mois de maternité. Et après ça, là, après 6 mois, c'est ça, là, les docteurs, ils vont dire, ben, va voir s'il y a quelque chose au cervical, va voir s'il y a ci, va voir s'il y a ça. Alors, bon, plein de tests à passer pour finalement conclure que, bon, c'est un enfant baby. Alors, il faut l'accompagner là-dedans. Alors, pour les parents, peut-être qui ont un enfant plus difficile que d'autres. Alors, si vous avez plusieurs enfants, des fois, j'aime pas comparer les enfants, mais là, on peut comparer, dire, ouais, c'est vrai que lui, là, j'ai beau faire comme j'ai fait aux autres, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui console, il n'y a rien qui arrive à sécuriser. Il faut toujours que ce soit un enfant velcro. Qu'est-ce que je pourrais faire pour sécuriser? Alors, c'est sûr qu'on va en parler avec Isabelle Boivin, qui est une partenaire en France, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'en ai parlé récemment sur mes réseaux sociaux. Et elle aussi, elle a eu un garçon, Baby, et elle en a fait une spécialité parce qu'elle a pris des cours, etc. Et elle vraiment s'est découvert une spécialité pour accompagner les parents, justement, qui ont des enfants Baby et e-habits.
Alors, pour en savoir plus, ça va être un rendez-vous jeudi le 21 octobre pour ce sujet-là. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi pour ceux qui sont dans la région du Québec, du Canada, une bonne fin de soirée pour ceux qui sont dans la région de la France. À bientôt!